En regardant un film, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation qu'il se cachait quelque chose derrière le scénario? Eh bien c'est le cas de la saga Matrix qui demanderait plusieurs vidéos, alors je vais me concentrer sur le troisième volet qui est une véritable initiation maçonnique. Résumons quand même rapidement les deux premiers films. Dans Matrix 1, Thomas Anderson découvre la supercherie du monde des illusions. Ce film reprend très clairement l'allégorie de la caverne de Platon. Il découvre également son moi intérieur, qui s'appelle Neo, et s'éveille au monde intelligible, c'est-à-dire le monde réel. Mais comme l'homme qui se libère de ses chaînes dans l'allégorie de la caverne de Platon, il est d'abord ébloui par la véritable lumière. Pourquoi j'ai mal aux yeux? Tu vois clair pour la première fois. Dans Matrix 2, alors que Neo pensait s'être libéré des machines et qu'il avait enfin trouvé sa liberté, il se rend compte que tout ce que lui avait dit Morpheus, l'oracle, la prophétie, ce qui concerne l'élu, etc., tout ça était prévu et anticipé par l'architecte, c'est même lui qui a tout orchestré. L'architecte a intégré dans l'équation du code source de la matrice le phénomène élu, tel un programme pour générer les nouvelles mises à jour. L'ultradéterminisme de la matrice englobe même la notion de liberté et de choix, qui est normalement impossible à programmer en s'adaptant en fonction de ce choix. À la fin de Matrix 2, il y a deux incohérences qui seront au cœur du troisième film. La première, c'est que l'agent Smith semble s'être transféré dans la mémoire biologique d'un humain du nom de Ben. Et la seconde, c'est que Neo parvient à stopper des machines dans le monde réel par la simple force de son esprit, ce qui est en principe impossible étant donné que l'élu peut contrôler la matrice et non le monde physique. Autre petit détail à la fin du deuxième volet, c'est que Neo tombe dans un coma assez particulier, car nous apprenons dans le troisième film qu'il est en réalité connecté à la matrice, sans pourtant être relié physiquement au réseau. On comprend à ce moment-là que la frontière entre la matrice, qui est le monde des illusions, et Sion, qui est le monde réel, est plus floue que nous le pensions. On verra que cette force invisible et mystérieuse qui relie les deux mondes sera au cœur du troisième volet de la saga. C'est également dans le deuxième film qu'on découvre la force immense qui lie Neo à Trinity. Il s'agit tout simplement de l'amour, mais on va aussi découvrir le lien indissociable et symbolique entre l'amour et la mort. L'intrigue du film porte sur le rêve prémonitoire de Neo qui voit Trinity mourir, et dans la première partie du film, on assiste à une scène qui lie amour et mort. Le couple est occupé à batifoler et au moment de l'orgasme, lorsque Neo regarde Trinity, il a un flash de son rêve où il la voit recevoir une balle en plein cœur et son visage a sensiblement la même expression. Que ce soit dans la jouissance de l'amour ou dans la mort, Trinity a la même expression sur le visage. Ces deux plans qui s'enchaînent de manière très symbolique, faisant écho l'un à l'autre, comme pour faire le lien entre l'amour et la mort. Donc dans Matrix 3, Neo va découvrir la nature de cette connexion qui existe entre la matrice et le monde réel, et il va se rendre compte qu'il existe une force invisible qui traverse et embrasse les deux mondes. Cette force invisible et irradiante se retrouve dans pas mal de traditions ésotériques, sous différents noms et transporte de nombreuses significations. Il s'agit de l'éther des anciens, de la quintessence des alchimistes ou de l'étoile flamboyante des francs-maçons au centre de laquelle est inscrite la mystérieuse lettre G. La signification de cette force invisible varie selon les époques et les traditions, mais la plus répandue c'est qu'il s'agit de l'amour. C'est en tout cas le choix qu'ont fait les scénaristes de Matrix et ils ne sont pas les seuls. On retrouve également cette interprétation de la quintessence comme étant l'amour, dans Harry Potter, dans le cinquième élément, dans Star Wars, dans le Seigneur des Anneaux, etc. Dans Matrix, Neo prend conscience de cette force irradiante au moment où il perd la vue dans le monde réel. Il perd ses yeux mais éveille son regard intérieur, lui permettant de voir le monde invisible. Il découvre ainsi qu'il existe deux mondes interconnectés par une force invisible qui les embrasse tous les deux. Allez, trêve d'introduction, entrons dans le vif du sujet. Le film s'ouvre sur une interrogation au sujet du concept d'amour. Neo est coincé entre la matrice et le monde réel, un endroit figuré par la station de métro Mobile Avenue,
Et il parle avec 3 programmes, un père, une mère et leur fille. C'est alors que le programme père parle à Neo d'amour. Il lui dit ressentir un immense amour pour sa fille. Neo ne comprend pas car selon lui, l'amour est une émotion humaine. Là, le programme le reprend en disant que l'amour est avant tout un mot qui implique des interactions. Or, ce qui est important, ce n'est pas tant le mot que les interactions que ce mot implique. Neo comprend à ce moment-là que l'amour a une essence propre qui transcende les deux mondes, ou du moins la représentation qu'il se faisait de la matrice et de la réalité. Pour lui, une machine est dénuée d'âme et donc d'amour. Or, ce programme vient de lui prouver le contraire. Que ce soit dans un code source ou des réactions neuronales en chaîne, Neo est forcé de constater que l'amour transcende ces deux réalités. Elle les traverse tous les deux, elle fait le pont entre virtuel et réalité physique. En ésotérisme et particulièrement en franc-maçonnerie, il existe un symbole qui illustre cette notion d'amour irradiant et cette force invisible qui transcende le monde physique. Ce symbole est l'étoile flamboyante représentée sous la forme d'une étoile à 5 branches, au centre de laquelle se trouve la lettre G de génération. Alors il s'agit de génération au sens de générer, pas au sens de... pas au sens de oui, la génération d'aujourd'hui, elle écoute que de la musique de merde, genre, non mais je suis d'accord avec vous, c'est pas le souci. Mais là il s'agit de génération au sens de générer. Cette étoile est traditionnellement représentée avec des flammes tout autour qui symbolisent cette énergie irradiante. Dans les temples maçonniques, l'étoile flamboyante se trouve à l'Orient entre les luminaires de la Lune et du Soleil. Les flammes illustrent donc l'énergie invisible et irradiante que les anciens nomment l'éther, cette substance assimilée à la matrice originelle, la materia prima dans laquelle baignent les 4 éléments alchimiques. L'éther des anciens constitue ainsi le 5e élément, la quintessence qui unit entre elles toutes les matières du monde matériel. Quinte, essence, quinte, 5 éléments, vous avez compris le... Beaucoup de traditions ésotériques considèrent que les forces invisibles sont l'amour. Nous retrouvons cette interprétation en littérature, avec par exemple le conte du serpent vert de Goethe, en musique avec la flûte enchantée de Mozart, ou encore au cinéma avec le 5e élément de Luc Besson. Du coup, ce n'est pas très étonnant de voir l'amour au centre de tant d'intrigues, quand on sait que l'amour est au centre même de la pratique de l'alchimie et de la franc-maçonnerie. Dans Matrix, tout commence donc par l'amour, celui que Neo ressent pour Trinity, celui du programme père pour sa fille, celui de l'architecte pour la matrice, celui de Morpheus pour Sion, etc. Il y a d'ailleurs une scène intéressante qui parle d'amour. Elle nous tuera tous si elle n'a pas d'autre choix. Elle est amoureuse. Le plus remarquable, c'est que le comportement amoureux soit si semblable à celui de la folie. Le temps est épuisé. Le comportement amoureux est semblable à celui de la folie. Pour parvenir à voir cette force invisible, cette lumière ésotérique, Neo doit au préalable abandonner ses yeux physiques. Il doit fermer les yeux au monde concret pour ouvrir sa vision intérieure au monde invisible. Comme le dit le Petit Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Neo perd la vue lors de son combat avec Ben, l'agent dont l'agent Smith a pris le contrôle dans le vrai monde et que du coup je vais appeler Ben Smith. Il lui crève les yeux à l'aide de câbles électriques et nous allons voir que l'agent Smith symbolise les compagnons félons à l'origine de la mort du maître Hiram en franc-maçonnerie. Ces compagnons sont le symbole de la convoitise, de l'orgueil et de la suffisance, mais aussi de la peur, de l'angoisse et du doute. Neo est aveuglé par les peurs et les doutes qui sont personnifiés en Ben Smith, son double négatif. D'ailleurs, juste avant de lui faire fondre les yeux, Ben Smith lui dit « Oubliez cette chair, regardez au-delà de la gélatine de ces yeux de vos morts et voyez votre ennemi. » Non. Oh si, monsieur Anderson. Ça se peut pas. Nul endroit ne m'est inaccessible, nul endroit où je ne puisse vous retrouver. Ben Smith lui dit qu'il faut voir au-delà de ce que ses yeux peuvent voir, mais aussi que le mal peut être partout où Neo se trouve. Ce n'est pas anodin comme phrase, ça signifie que le mal est à l'intérieur de Neo. Au moment où il lui crève les yeux, Ben Smith poursuit en disant « Dommage que vous ne puissiez vous voir, monsieur Anderson. » Dommage que vous ne puissiez vous voir. Ici, ça signifie dommage que vous ne puissiez pas voir que vous êtes votre propre ennemi. Mais c'est à cet instant précis que le regard intérieur de Neo s'ouvre sur l'invisible.
Pour la toute première fois, Neo ne voit plus le monde tel que ses yeux lui présentent, mais à travers la circulation de l'énergie invisible. Neo aperçoit pour la première fois la lumière orange feu qui embrasse le monde, et il dit « Je peux vous voir. » Lorsque Neo a rendu visite à l'oracle au début du film, il lui a demandé comment il est possible qu'il ait pu stopper des sentinelles dans le monde réel par la seule force de l'esprit et qu'il est parvenu à se connecter à la matrice sans être relié au réseau, et l'oracle lui répond. Le pouvoir de l'élu transcende les frontières de ce monde. Il peut même remonter jusqu'au point où il est né autrefois. Où ça? La source, c'est ce que tu as éprouvé quand tu as rencontré ces sentinelles. Mais tu n'y étais pas préparé. Tu devrais être mort, mais tu n'y étais pas préparé non plus, apparemment. Au moment de stopper les sentinelles dans le monde réel, Neo a ressenti cette force invisible dont la source se situe au cœur de la ville des machines. Neo vient de découvrir sa prochaine destination. Il devra partir sur les traces de l'étoile flamboyante qui le mènera jusqu'au cœur de la ville des machines. Et il devra faire vite car l'architecte lui a dit qu'il devait remonter à la source avant minuit, sinon Sion sera détruite. Pour son voyage, Neo est accompagné de Trinity. Ils forment le couple royal des alchimistes. Tous les deux savent qu'ils font là le voyage ultime et qu'aucun d'eux ne reviendra vivant de cette quête. Pour atteindre la ville, ils doivent suivre les 3 canaux électriques. Il est probable que ça fasse écho aux 3 piliers de la franc-maçonnerie, force, beauté et sagesse que l'homme doit suivre pour parvenir au centre de lui-même, c'est-à-dire à la source de la lumière irradiante. Pour échapper à la défense des machines, Trinity et Neo doivent prendre de la hauteur, s'élever au-dessus des nuages, quitter la Terre pour s'élever vers le ciel. Une célèbre phrase ésotérique d'origine égyptienne dit « Celui qui passe cette route semée d'épreuves sera purifié par le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il parvient à surmonter l'effroi de la mort, il pourra s'élancer de la terre jusqu'au ciel. Par la révélation de la lumière, il pourra consacrer tout son être au mystère d'Isis. » C'est exactement ce que font Trinity et Neo. Ils surmontent ensemble l'effroi de la mort, car ils savent tous les deux qu'ils ne reviendront pas vivants de ce voyage. Ils s'élèvent de la terre jusqu'au ciel et Trinity découvre pour la première fois de sa vie la lumière du soleil. Magnifique. Ils parviennent à passer les protections de la ville des machines et arrivent au parvis du temple sacré, le Saint des Saints, mais seul Neo est permis en chambre du milieu. Trinity n'a pas sa place, elle ne peut pas aller plus loin car elle est aveugle au monde invisible. Comme le dit Neo, « Partout de la lumière. C'est comme une immense ville de lumière. J'aimerais tant que tu vois ce que je vois. » Trinity meurt au parvis. Elle était les yeux de Neo, le guidant dans le monde matériel jusqu'au parvis du temple. Neo, lui, a abandonné ses yeux pour se consacrer entièrement à la vision intérieure. Il est dans une pure introspection, nécessitant toute sa concentration. La meilleure arme dont dispose Neo, c'est l'amour. C'est pourquoi il doit se rendre à la source du code de la matrice, au cœur de la ville des machines, où se trouve le noyau de cette force invisible, véhiculée par les machines. Neo pénètre dans le Saint des Saints qu'on appelle la chambre du milieu en franc-maçonnerie, la ville des machines, la source de la matrice, le centre de l'intelligence artificielle. Étant donné que son regard s'est ouvert à l'invisible, il parvient à contempler la ville des machines comme aucun humain avant lui n'a été en mesure de la contempler. Plutôt qu'une ville obscure et terrifiante, son regard ne voit que lumière. C'est alors que Neo se trouve devant le centre nerveux de l'intelligence artificielle, qui a un aspect plutôt terrifiant de l'extérieur avec des pics partout, on dirait une sorte de mine marine. Mais ce que Neo voit, c'est une sorte d'énorme boule lumineuse comme une étoile flamboyante aux multiples rayons. Neo s'avance donc vers cette étoile flamboyante pour se laisser pénétrer par elle, mais également pour qu'il la pénètre entièrement. Cela fait écho au rituel d'élévation à la maîtrise au rite écossais ancien et accepté en franc-maçonnerie. Le jeune compagnon pénètre à reculons dans le temple et il traverse le voile qui sépare rituellement l'Orient du Saint des Saints, le lieu sacré où est préservée l'Arche d'Alliance dans le temple de Salomon.
En traversant l'étoile flamboyante, le compagnon, tout comme Neo, se trouve au centre de lui-même. À ce stade du parcours initiatique, ses yeux ne lui servent plus à rien. Il n'a plus besoin de voir avec ses yeux, mais avec son cœur, le berceau symbolique de ses émotions. Il devra se gorger de la force irradiante de l'amour qui émane de l'intelligence artificielle pour parvenir à surmonter les épreuves qui l'attendent, c'est-à-dire détruire l'agent Smith. Le compagnon, lui, devra combattre intérieurement les 3 compagnons félons qui ont assassiné le maître Hiram. Le visage de l'intelligence artificielle prend un air sévère, affirmant qu'il n'a pas besoin de l'aide de Neo pour se débarrasser de l'agent Smith, qui est devenu incontrôlable. On n'a pas besoin de toi, on a besoin de rien. Cela rappelle fortement le ton dur et suspicieux du très vénérable maître qui s'adresse aux compagnons qui demandent à être reçus maître maçon. Le très vénérable l'accuse d'avoir joué un rôle dans le meurtre du maître Hiram et s'ensuit alors un procès rituel pour déterminer son niveau de culpabilité. À ce moment-là, le très vénérable et les 2 surveillants font revivre aux compagnons la scène du meurtre du maître Hiram, tout comme l'intelligence artificielle accepte d'aider Neo en le reconnectant à la matrice dans l'espoir de combattre Smith, qui a perverti leur monde et menace de tout faire s'écrouler. L'ultime combat va bientôt débuter. Smith et ses clones représentent les compagnons félons qui, dans la légende maçonnique, tuent le maître Hiram pour obtenir le mot secret des maîtres et interrompre la construction du temple de Salomon. Ces mauvais compagnons se cachent symboliquement en chaque homme et sont les causes des échecs. Selon la légende, Hiram refuse de révéler le mot secret des maîtres sous la menace, il sera donc tué par les 3 compagnons. Ainsi se perd le mot secret du maître et les 3 compagnons sont indirectement la cause de l'interruption de la construction du temple de Salomon. Ils sont assimilés aux vices qui s'emparent des hommes, l'orgueil, la suffisance et l'ignorance. Ils sont à l'origine de la destruction du temple et illustrent la trahison par perversion au sein même des bâtisseurs. C'est pourquoi nous pouvons faire un parallèle avec l'agent Smith, qui était à l'origine un programme créé par l'architecte, mais qui a fini par échapper au contrôle de celui-ci, menaçant l'équilibre des 2 mondes. Les compagnons félons, tout comme l'agent Smith, illustrent les faiblesses humaines, le danger qui subvient lorsque l'homme est trop sûr de lui et qu'il baisse sa garde. De même que les 3 compagnons félons parviennent à semer la discorde au sein des bâtisseurs du temple, l'agent Smith a la faculté de prendre possession du corps de n'importe qui dans la matrice et de le transformer en un clone de lui-même. Ainsi, le mal se répand tout d'abord dans la matrice, monde des illusions, que l'on peut considérer comme celui des profanes, pour ensuite pénétrer au sein du monde réel, c'est-à-dire dans le temple parmi les initiés, en prenant possession du corps biologique de Ben. C'est impossible. Pas impossible. Inévitable. Neo se rend donc en chambre du milieu, le Saint des Saints, à la source du code et pénètre l'étoile flamboyante pour combattre à la source du mal les compagnons félons qui ne sont rien d'autre que lui-même. Car oui, Smith n'est rien d'autre que Neo lui-même, son double avec un objectif diamétralement opposé. Neo veut la fin de la guerre par amour des hommes et Smith par haine des hommes. Neo sait qu'il ne survivra pas à cet affrontement, tout comme le compagnon en franc-maçonnerie, il consent à mourir. Il va vaincre ses compagnons félons intérieurs. D'ailleurs, Smith lui dit « Après tout, c'est votre vie qui m'a appris le but de toute vie. Le but de toute vie est de finir. » Lors du rituel au 3e degré, le compagnon assiste à sa propre mort par anticipation, comme pour se purger d'une angoisse existentielle. Le combat entre Neo et Smith est particulièrement virulent, mais équilibré, car Smith et Neo sont une seule et même personne. Ils sont les 2 faces d'une même pièce, les 2 visages de Janus, l'un tourné vers le commencement, l'autre vers la fin, l'un vers l'amour, l'autre vers la haine, l'un vers la vie et l'autre vers la mort. Tandis que Neo est à bout de force, Smith lui demande « Pourquoi tout ça? Pourquoi vous relever? Pourquoi vous battre? Croyez-vous que vous vous battez pour atteindre un but plus important à vos yeux que votre survie? Voudriez-vous me dire ce que c'est? Le savez-vous seulement? »
Est-ce la liberté ou bien la vérité? C'est peut-être la paix, c'est l'amour si ça se trouve. Illusion, monsieur Anderson, hallucination. Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but. Une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Mais je reconnais que seul l'esprit humain a pu inventer l'amour, insipide et inepte. Vous devez forcément le voir, monsieur Anderson. Vous le savez maintenant. Vous allez perdre. À quoi bon continuer à vous battre? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi persister? À cela, Neo lui répond « Parce que j'en ai fait le choix. » Et ça, Smith ne peut pas le comprendre, car c'est un programme généré par l'hyperdéterminisme. Finalement, au bout d'un long duel qui pourrait s'étendre indéfiniment car le combat est trop équilibré, Neo comprend que c'est en acceptant ces deux faces de lui-même qu'il parviendra à surmonter cette dualité inhérente à la nature humaine. C'est en acceptant sa part d'obscurité, en acceptant que Smith prenne possession de lui, et non en tentant de le faire taire qu'il parviendra à se débarrasser de lui. Pour parvenir à inhiber le compagnon félon qui est en lui, Neo devra se laisser pénétrer entièrement par Smith, le laisser l'infiltrer, le métamorphoser jusqu'au plus profond de ses entrailles, cesser de le fuir ou de le repousser. Il devra l'accueillir entièrement en lui, accepter de faire corps avec lui. C'est le moment où Neo laisse l'agent Smith le transformer dans le but de parvenir à l'anéantir de l'intérieur. Cette scène signifie que l'homme doit accepter la part d'obscurité qui est en lui sans tenter de la nier ou de la fuir, car cela ne fait que la renforcer. Il faut accepter ses faiblesses et se regarder en face comme à travers un miroir pour se contempler et s'accepter tel que nous sommes. C'est comme ça que nous nous libérerons de nos peurs et de nos doutes. Avant de se laisser pénétrer par Smith, Neo dit « Vous disiez vrai, Smith. Vous avez toujours dit vrai. C'était inévitable. » Et après que Smith ait transformé Neo, il demande à son nouveau double « Est-ce que c'est la fin ?» Ce à quoi Smith, Neo, répond oui de la tête. À ce moment-là, l'intelligence artificielle inonde d'un champ d'énergie immense le corps de Neo. Et visuellement, on voit Neo, les bras en croix tel un Christ crucifié, avec une croix de lumière qui lui transperce la poitrine, le centre de son cœur, le siège de ses émotions. C'est la force irradiante de l'amour, la quintessence qui inonde et qui va anéantir Smith de l'intérieur. En explosant, il émet une grande lumière qui se propage dans toute la ville virtuelle. Il inonde le monde entier de lumière. À ce moment-là, on peut presque y voir le symbole alchimique de l'or, c'est-à-dire un cercle pointé au centre, avec le Smith d'origine comme point au centre et les autres Smiths en cercle tout autour qui explosent. L'œuvre alchimique est accomplie, le plomb est transformé en or pur, la lumière irradie le monde. Après le combat, Neo meurt et l'intelligence artificielle dit « L'œuvre est accomplie, les machines tiennent parole et quittent Sion, la matrice est mise à jour, la paix est rétablie. » Les machines et l'intelligence artificielle récupèrent ensuite le corps de Neo et la lumière que l'on voit dessine une vulve qui engloutit le corps de Neo pour illustrer symboliquement sa renaissance métaphysique ou sa réunification avec le monde. Pour que Neo puisse voir la force immatérielle qui se diffuse partout, il a dû d'abord devenir aveugle au monde physique. Il s'est rendu compte que les machines n'étaient pas le mal absolu, car c'est là-bas que naît cette force, et ce sont les machines elles-mêmes qui la diffusent. En plus de ça, Neo a besoin des machines pour rétablir l'équilibre. Après s'être sacrifié, l'harmonie est rétablie et l'architecte met à jour la matrice. C'est une mise à jour où les hommes sont libres de rester vivre dans la matrice ou de s'éveiller dans le monde réel. L'existence de ce monde réel n'est donc plus un secret, mais il est révélé en plein jour sans crainte de faire exploser le système. L'oracle et l'architecte échangent quelques phrases, dont notamment celle-ci. Que vont devenir les autres? Quels autres? Ceux qui ne demandent qu'à sortir. Cela va sans dire, ils seront libérés. J'ai ta parole. Pour qui est-ce que tu me prends? Un humain?
Cela laisse entendre que le déséquilibre qui met en péril le système naît toujours de la faiblesse humaine inhérente à la nature de l'homme et non pas des machines. C'est-à-dire que le compagnon félon naît de l'homme et pas de la machine. D'ailleurs, ce qui est marrant, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais à la fin, l'oracle porte des boucles d'oreilles qui ressemblent étrangement au yin et au yang. Dans ce symbole, il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir, ce qui signifie qu'il y a du bien et du mal en chacun de nous. Il y a un agent Smith dans chaque Néo, il y a un Voldemort dans chaque Harry Potter. D'ailleurs, la vidéo sur Harry Potter, elle va bientôt arriver.